Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et aujourd'hui on ne va pas parler de un seul DVD, non, ni même de deux, ni même de trois, mais bel et bien 4 DVD auxquels je vais en parler, dont 3 donc je vais passer aussi vite que prévu, et dont un dont je n'avais peut-être pas parlé. D'ailleurs, les quatre à l'instant T, je vous en avais pas du tout parlé. J'avais dit que c'était les derniers pay-per-view et pourtant j'en avais un tout petit peu reçu. Et malheureusement, il y en a trois auxquels c'est un peu les doubles auxquels je pourrais dire que ça faisait partie de deux anthologies respectives. Et du coup, laissez-moi vous le présenter. D'ailleurs, je vais un peu couper la vidéo pour que vous ah là là, pour que vous compreniez. Ça part déjà mal, mais vous avez compris. Donc voilà de quoi auquel je voulais parler. Et du coup, comme vous avez vu, tout simplement, il y en a 4 DVD auxquels on va en parler. Mais ceux que je vais passer aussi vite, laissez-moi vous le dire, ce sera SummerSlam 2000, SummerSlam 2001 et Royal Rumble 2002. Auxquels, comme je vous l'ai dit à l'instant T, ceux-là, je les ai déjà dans des anthologies respectives. Donc, les SummerSlam, bien sûr, comme vous l'avez compris, ça faisait partie des SummerSlam anthologies, et du Royal Rumble 2002 fait partie du Royal Rumble anthologie. Mais il y a un seul dont je n'ai pas parlé et auquel je vais un peu plus m'attarder sur ça, c'est plutôt sur Backlash 2001, auquel je vais plutôt me concentrer là-dessus. D'ailleurs, je vais enlever et on va s'attaquer à un seul de manière respective. Donc, je vais couper directement. En fin de compte, je vais plutôt dire que je vais plutôt m'attaquer sur deux d'un coup, très rapidement. Tout à l'heure, j'avais dit que j'allais m'attaquer l'une par une, mais je m'étais dit peut-être que c'est peut-être pas une bonne idée, peut-être que je devrais m'attaquer les deux d'un coup. Et après, passons sur celui du Royal Rumble 2002. Donc, du coup, là, c'est plutôt SummerSlam auquel je m'attaque. Et du coup, le premier, c'est celui de 2000. Alors, SummerSlam 2000. Alors, match très rapide entre The Right au censure, Buchanan, The Godfather et Steven Richards contre The Two Cools. Enfin, oui, The Two Cools, The Gridmaster Sexy. Et attendez, Scotty 2 Hotty et Rikishi. Alors, ce match-là, 3,20. X-Pac contre Road Dogg Jesse James, 3,20 aussi. Eddie Guerrero avec Mamacita Shaina contre Val Venis et Trish Stratus, 3,40. Jerry the King Lawler contre Taz, 3,10. Steve Blackman contre Shane McMahon, donc 3,50. Oui, c'est dans ce fameux show auquel Shane McMahon a risqué sa vie pour nous divertir, notamment en sautant du haut de l'entrée des catcheurs, même si voilà, vous avez compris que c'est au niveau des échafaudages de l'entrée. Donc voilà tout. Chris Benoit contre Chris Jericho, 3,70 ou 70 si vous préférez. Et le TLC premier du nom, il me semble. Oui, parce que si je me trompe pas, c'est le TLC légendaire le plus mythique de ce SummerSlam. Bientôt repris par WrestleMania 17, alors que le WrestleMania 2000 était top. Donc Edge et Christian contre les Hardy Boys contre les Dudley Boys. Donc Jeff Hardy, Matt Hardy, Bubba Ray Dudley et Devon Dudley. Donc ce match-là, c'est un 4,5. Ensuite, The Kitty Cat, ou plutôt la mignonne petite chatte. Donc c'est celle qui se fait appeler Cat contre Terry Runnels. 3,10. Donc voilà quoi. Ensuite, Kane contre l'Undertaker, 3,50. Et enfin, le main event de ce SummerSlam 2000, The Rock, donc Dwayne Johnson, contre Triple H, donc Paul Levesque, contre Kurt Angle. Ce match-là, très bon, et auquel je lui ai mis à l'époque 3,60. Donc voilà tout. Et voilà comment je pourrais résumer ce SummerSlam 2000, même si je ne m'arrête pas là. Donc cette fois-ci, c'est SummerSlam 2001.
Donc cette fois-ci, celui-là. Alors. Donc tout ce que je sais, on a des matchs féminins. Jacqueline, Lita et Molly Holly contre Ivory, Stacy Kimbler et Tori Wilson, 3,20. Edge contre Lance Storm, 3,5. The Dudley Boys, donc Barbara Dudley et Devon Dudley, avec Test contre The APA, Bradshaw, Farouk et Spike Dudley. 3,40. Ensuite, X-Pac contre Yoshihiro Tajiri, 3,5. Chris Jericho contre Rhino, 3,50. Rob Van Dam contre Jeff Hardy, match cool, 4,20. Les Brothers of Destruction, donc les frères de destruction Undertaker et Kane, donc Mark William Calloway et Glenn Thomas Jacobs, contre Diamond Dallas Page et Chris Kanyon. 3,5 ce match-là. Ensuite, Kurt Angle contre Stone Cold Steve Austin, 3,60. Et pour terminer, le main event pour le titre du monde poids lourd de la WCW, alors qu'on a eu le titre WWE à l'instant T. The Rock contre Booker T, 4,10. Voilà, tout simplement. Donc, pourquoi je les résume les deux pay-per-view de SummerSlam d'un coup? Tout simplement parce que j'avais déjà fait des reviews, notamment sur l'anthologie de SummerSlam. Si ça vous intéresse, allez-y la voir. Vous pouvez facilement trouver sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller chercher, vous allez peut-être comprendre. Et auquel je me rappelais que je m'étais bien attardé sur les deux shows. Et auquel c'était deux excellents SummerSlam. Donc il n'y a pas à dire, c'est super. Clairement, c'est super. Maintenant, je vais plutôt me concentrer sur un autre. Et cet autre n'est nul autre que, cette fois-ci, Royal Rumble 2002. Donc ce show-là auquel je vais parler et auquel, tout ce que je sais, celui-là fait partie de l'anthologie du Royal Rumble. Certes, ça fait 2, 3, 4 fois que je le répète, mais au moins, vous êtes mis au grain, vous êtes mis au courant. Voilà tout. Alors, tout ce que je sais, on a eu Spike Dudley et Taz contre les Dudley Boys. Barbara Dudley et Devon Dudley. 3,5. Auquel, si je me rappelais bien, tout était permis dans ce match-là. Ensuite, William Regal contre Edge, 3,40. Il me paraît bien cool ce match-là. Ensuite, Trish Stratus contre Jazz, 3,20. Et Ric Flair contre Monsieur McMahon, ou plutôt Vince McMahon, dans un match I Quit plutôt brutal. Et auquel c'est victoire de Ric Flair, et auquel c'est un 3,60. Ensuite, match pour le titre incontesté de la WWF, donc WWE, Chris Jericho contre The Rock, et auquel c'était un match plutôt cool à regarder, très cool même, et auquel malheureusement c'est victoire de Jericho, enfin au grand désarroi de tous les fans de The Rock, et auquel c'est Jericho qui a battu The Rock pour conserver les deux titres. Donc voilà, tout simplement. Et ensuite, le match du Royal Rumble, auquel il s'est passé des énormes dingueries, notamment avec Maven qui élimine l'Undertaker et que par la suite il va se faire démonter par le Taker, puis après pas mal s'enchaînent des catcheurs qui arrivent, jusqu'à ce que lorsque Stone Cold pensait avoir dominé tout l'entièreté des catcheurs auxquels il a éliminé, il s'attendait, ou alors il s'attendait peut-être pas, à le retour triomphal de Triple H, auquel, certes, il faisait son retour de blessure et auquel il avait été accueilli comme un dieu lors d'un épisode d'Euro au Madison Square Garden. Et ce qui est sûr, c'est que il a jamais eu autant d'une si grosse pop de toute sa carrière, et là, il a mérité d'une traite parce que tout simplement il revient de blessure et auquel il est maintenant au top. Et auquel il va faire jeu égal avec Stone Cold Steve Austin et avec pas mal d'autres catcheurs, jusqu'à ce qu'il en reste que lui, Triple H, et Kurt Angle, auquel il va l'éliminer. Donc Kurt Angle aussi, si ça se pouvait, il pouvait remporter le Royal Rumble. Comme ça, il pourra avoir un palmarès bien fourni. Mais malheureusement, c'est The Game. Donc malheureusement pour Kurt Angle, c'est Triple H qui remporte le Royal Rumble, et que vous le saviez dorénavant, tout simplement il va
remporter le match contre Chris Jericho lors de Main Event de WrestleMania 18 et devenir champion incontesté de la WWE. Mais ça, vous le savez déjà. Donc voilà, tout a été bien résumé et auquel ce match-là, c'est un 4,40 lui aussi, comme avec Jericho et The Rock. Oui, je sais, deux chiffres qui se ressemblent, mais bon, au moins ça a été dit et ça a été fait. Et maintenant, je vais me concentrer sur Backlash 2001. Oui, auquel celui-là, je ne l'avais pas et auquel on va en parler. Donc, la jaquette avec Triple H, plutôt badass, plutôt cool, on va pas se mentir. Et l'arrière, avec la liste des matchs. Donc, ça s'est déroulé le 29 avril 2001. Donc, du côté de Chicago, il me semble, vu comment il est marqué. Et auquel il s'est passé tellement de choses. Et auquel, je vais plutôt sortir la notice de sa pochette. Ouais, parce que les trois autres, j'ai décidé de pas le faire parce que j'ai pas envie trop de me prendre la tête. Donc voilà. Donc bien sûr, il y a plusieurs menus, quoi. Alors, au niveau bonus ou extra, comme ils aiment dire, on a les interviews de William Regal, de Dudley Boyz, de Chris Benoit et du Big Show. Et également des vignettes, notamment Jericho et William Regal, Benoit et Kurt Angle, Shaw et McMahon, et également les Frères Destruction contre les Two Man Power Triple, donc Stone Cold Steve Austin et Triple H. Et après, dans les matchs bonus, tout simplement match bonus, on a eu un match pour le titre Light Heavyweight de la WWE. Enfin, ouais, Light Heavyweight, j'ai cru que je m'étais trompé, mais non. Oh là 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 là. Entre Jerry Lynn contre Crash Holly. Et ce que je peux en dire, c'est que match plutôt sympa à regarder, mais est-ce que ça en valait la peine de tout cela? Enfin, je sais pas quoi trop en penser, si ce n'est que c'est un match 3,10. Et ensuite, match féminin entre Lita contre Molly Holly, auquel c'était, allez, plutôt pas mal, mais pas non plus si grandiose que ça, hein, malheureusement. Et que ça va se conclure avec un moonsault de Lita qui va plutôt tomber au niveau des genoux de Molly Holly que plutôt par le bide de Molly Holly, malheureusement. Mais elle remporte tout de même le match. Donc victoire de Lita, c'est un 3,20 malgré tout. Et maintenant du côté de carte principale, on a tout simplement... Oui, vous savez quoi, je vais voilà, vous montrer la carte comme ça, pour éviter de vous casser les bonbons. Alors, au niveau de la carte principale, on a les X-Factors, donc équipe composée de X-Pac, donc Six-Pack, So 1, 2, 3 Kid, Sean Waltman, bref, vous avez compris, c'est la même personne sous le nom de X-Pac. Enfin, oui, X-Pac, qui fait équipe cette fois-ci avec Albert, ou plutôt le prince Albert, ou un temps il se fera appeler A-Train, le géant Bernard, Lord Ensign, mais qu'on connaît sous le nom de Matt Bloom. Mais bon, là il est en tant que Albert. Et qui font équipe également, donc X-Pac et Albert, avec Justin Credible. Donc voilà, tout a été résumé là-dessus, contre les Dudley Boyz. Donc Bobber et Dudley, Devon Dudley et The Little Spike Dudley. Auquel, match plutôt très acharné et discuté entre les deux équipes, et auquel je sais pas trop quoi en penser, si ce n'est que c'est victoire des X-Factor, et que j'ai pas trop forcément grand chose à en citer là-dessus. Vraiment pas, quoi. Et auquel ce match-là, je mets un 3,5. Donc voilà, quoi, 3,5. Je pense que tout a été résumé là-dessus. Pas besoin de trop en dire plus. Et ensuite, un match où tout est permis, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, laissez-moi voir. Oui, match pour le titre hardcore. Et auquel,
tous les règles est basé sur le hardcore entre Rhino contre Raven. Et auquel c'était un match plutôt divertissant à regarder, avec deux, deux, deux gars. Ah, comment je pourrais dire deux gars qui se rentrent dedans et auquel ils se tuent pour le titre qualifié de poubelle jobber. Donc je parle bien sûr du titre hardcore et auquel on a eu des tas de trucs divers et variés, notamment l'utilisation de caddies, de poubelles, et auquel ça va être grandement utile. Surtout la caddie va plutôt bien servir dans le match et auquel je me rappelais les spots assez amusants auxquels il y a eu, notamment lorsque Raven esquive ce fameux gore, donc le spear de Rhino, qui va tout simplement rentrer dans la caddie, et que Raven a failli faire la différence en essayant de battre Rhino, mais rien n'y faire. Non, rien n'y faire de ce point-là. Et auquel, tout simplement, si je ne dis pas de bêtises, malgré la bonne volonté de Raven d'essayer de battre Rhino, ce sera en fin de compte Rhino qui va battre tout simplement Raven et conserver le titre hardcore, ou plutôt devenir champion hardcore, je ne sais plus. Enfin, je sais que j'ai vu la veille, mais parfois j'ai un petit doute et auquel il m'arrive parfois d'un petit peu oublier. Excusez-moi si je baille un tout petit peu, oui, je sais, pourtant j'essaie d'être bien réveillé, mais c'est pas évident. Donc, oui, donc c'était bien Rhino, le champion, et auquel c'est lui qui clôture le match, et auquel ce match-là, 3,40 auquel je lui mets, et je passe directement au match suivant. Et le match suivant, c'est les règles du match de la duchesse de Queenbury. Il me semble que c'est un peu, si je ne raconte pas n'importe quoi, l'équivalent d'une reine anglaise, il me semble, et que tout simplement, c'est match entre Chris Jericho contre William Regal. Et du coup, l'histoire, qu'est-ce qu'elle a été racontée là-dessus? Comment résumer? Disons que depuis que William Regal il a été entre autres honoré par la duchesse anglaise, et du coup il s'est un tout petit peu accaparé le plein pouvoir, même quitte à embrasser les fesses de son patron. Et auquel il se sentit un peu privilégié et qu'il veut tout simplement qu'on ressent sa véritable grandeur et son éloquence avec son côté très flegme britannique, auquel il veut de la reconnaissance. Mais ce n'est pas le cas de Chris Jericho, qui va tout simplement se foutre de sa gueule, notamment en manquant un tout petit peu de respect un petit peu à l'Angleterre, notamment lors du fameux bureau de William Regal, auquel il va se rendre. Il va s'emparer d'une théière de là où on fait du thé. Enfin, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il va tout simplement prendre ça, pisser à l'intérieur, et du coup, lorsque William Regal a l'audace de prendre le thé, parce que tout simplement, parce que son côté anglais parce qu'il adore boire du thé, avec des petits cookies et tout. Donc du coup, il boit son thé et il sent qu'il y a un drôle d'odeur, un drôle de goût. Et du coup, il s'étonne, entre autres, qu'il a bu de la pisse. Et du coup, pour se venger, il décide de donner une leçon à celui qu'on l'appelle The King of Bling Bling, the Ayatollah of Rock'n'Rolla, Y2J, de Chris Jericho, et auquel il désire de l'affronter dans les règles royales dont William Regal pourrait être avantagé. Donc du coup, le match est annoncé, donc c'est sûr que les deux n'allaient pas se faire de cadeaux, clairement. Jericho qui tourne en ridicule William Regal qui veut montrer à quel point il n'a pas peur de Y2J et aussi de combattre l'injustice malgré tout.
et qu'il veut tout simplement mettre à l'amende Y2J, mais ce sera Y2J qui le mettra à l'amende, car je crois qu'un peu plus tard, certes, Jericho, il a l'avantage, il va effectuer un Walls of Jericho, et auquel William Regal n'aura pas le choix d'abandonner, et du coup, techniquement parlant, donc oui, je dis bien techniquement parlant, c'est victoire de Chris Jericho, vu comment il a battu William Regal. Mais la Duchesse, donc la Queensberry, donc la entre guillemets reine d'Angleterre, je sais pas pourquoi ils ont voulu faire un équivalent de la reine Elisabeth d'Angleterre. J'en ai absolument aucune idée, franchement. J'ai beau essayer de comprendre, j'ai compris le truc, mais j'ai décidé de dire, oh et puis merde, j'ai pas trop forcément envie d'y penser, tout simplement. Donc du coup, la Queensberry n'est pas forcément d'accord et qu'elle désire que le match soit recommencé. Donc le match recommence. Quelques moments, on sent que Jericho veut encore tourner de plus en plus en ridicule William Regal, même en essayant de pousser la reine. Donc pour William Regal, pour lui, c'est un manque de respect. On fait pas ça bah, à Sa Majesté, donc à ses nobles royalties, enfin ses nobles royales, et auquel Jericho, lui, se permet d'effectuer ces genres de trucs, notamment en s'emparant de la duchesse Queensberry, en essayant de le faire un Walls of Jericho. Donc bien sûr, la Queensberry abandonne, mais ce n'est pas elle qui perd le match, puisque tout simplement William Regal va avoir l'avantage et il va également utiliser ces tactiques très douteuses, et notamment, si je ne raconte pas de n'importe quoi, c'est comme ça comment William Regal remporte le match. Donc certes, on avait une victoire de Jericho, mais qui a été décidé de recommencer pour que ce soit la victoire à William Regal. Ok, je me dis ok, c'est une façon de mettre le heel dans une position auquel il a été volé injustement. Donc tout ce qui en suit. Donc du coup ce match-là c'est un 3,50. Et maintenant je passe directement au sixième match parce que je vous en ai peut-être pas parlé. J'ai parlé du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième et du cinquième. Maintenant je passe au sixième. Et du coup ce sixième match c'est un match, on pourrait dire, dans les soumissions de 30 minutes. Donc soumission ultime minute, enfin de 30 minutes, l'équivalent d'un Ironman match. Donc vous saviez, dans les Ironman match, on a l'habitude de gagner les matchs par tombée ou soumission, ainsi de suite jusqu'à la fin du chrono. Eh bien là, c'est quasiment un Ironman match, mais uniquement de soumission. Donc dans les ultimes 30 minutes, entre Chris Benoit contre Kurt Angle. Et ce qui est sûr, c'est que ce match était plutôt bon, très bon même, entre les deux catcheurs. Même si, on va pas se mentir, il y avait des petits trucs auxquels je pourrais un tout petit peu reprocher à ce match-là, notamment, notamment dans les utilisations de soumission, puisque je sais le but du jeu est de faire abandonner son adversaire pour que pour qu'il tape au sol, ou alors qu'il dise j'abandonne, je ne peux plus continuer, entre autres. Ce que je pourrais me rappeler, c'est que il me semble, j'en suis pas tout à faitement sûr, mais il me semble que ce sera Benoît qui va tenter une soumission, et que Engel va abandonner facilement, si je ne raconte pas de bêtises. Donc à peine une soumission, notamment une Creeper Crossface portée, il abandonne déjà. Alors qu'ils ont le temps, les gars, ils ont quasiment le temps. 30 minutes, certes, il faut savoir tenir les 30 minutes, parce que c'est vrai que c'est pas évident de tenir 30 minutes de combat, mais ils essayent, tout simplement, ils essayent, mais parfois un peu trop facilement. Notamment quand Engel va prendre avantage, il va tenter un ankle lock très rapide sur Chris Benoit. À peine la torsion de la cheville déjà annoncée que Benoit il abandonne direct.
Puis après encore, un autre soumission, il abandonne tout de suite, et suivi de son Creeper Crossface, auquel il abandonne. Donc à un moment donné, Engel, il était à 1 à égalité avec Benoît, puis 2, puis 3. Donc c'est sûr qu'il a facilement l'avantage nécessaire. Mais puis après, Benoît va rattraper son retard, notamment en se faisant soumettre par il me semble, par un sharpshooter ou par un single leg Boston Crab. Peu importe dès quelle soumission auquel il a pu effectuer, du fait qu'il a rattrapé son retard. Et après, on sent qu'on est au bout du précipice du compte et que les deux ont tenté d'essayer de se éliminer mutuellement, notamment lorsque c'est Kurt Angle qui va avoir l'avantage en effectuant un autre ankle lock, mais heureusement que Benoît il a attendu que le compte soit au compte de 0, donc c'est-à-dire que qu'il attend que la fin du match s'annonce pour cette fois-ci abandonner, mais ça ne compte pas du tout. Donc il a attendu ça exprès pour pouvoir continuer jusqu'à ce que ça soit mort subite et que les deux continuent, il me semble. Ouais, vu comment les deux étaient à 3 partout, et c'est celui qui fait un ultime soumission qui remporte le match. Donc c'est sûr, Engel il perd pas de temps, il atomise Benoît, il attendrit la viande, donc certes il donne des sacrés coups de pied, des coups de poing et des sacrées prises. Il sent qu'il pourrait avoir la victoire en main, mais il continue à durer le plaisir, comme Benoît avait fait durant le match précédemment. Et pourtant, après tout cela, malgré la volonté de Engel de battre Chris Benoît, ce sera en fin de compte Chris Benoît qui aura le dessus. Et ce sera lui qui me semble qui va effectuer un Creeper Crossface. Et que c'est comme ça comment Benoît reporte le match, il me semble. Vu comment Engel il a abandonné. Donc oui, victoire de Chris Benoît. Donc 4-3. Et voilà. Tout simplement, victoire de Chris Benoît. Et que ce match-là, je lui ai mis un 4,20. Tellement que c'était plutôt pas mal dans ce match-là. Mais bon. Maintenant, je passe directement au 7e match. Et le 7e match, c'est un last man standing match. Donc oui, entre Shane McMahon contre le Big Show, dit Paul White. Et auquel, ce match-là, il était certes un peu dingue. J'en passe des segments auxquels on a eu parce que j'ai pas trop envie de m'attarder sur tout ce qui est segment. Si ce n'est que... Alors oui, McMahon, donc Shane McMahon, essaie de trouver une solution pour faire tomber le géant et d'éviter de tomber sur ses pattes pour éviter que le Big Show l'attrape et qu'il le détruise de plus en plus. Et pourtant, à un moment donné, il va se faire démonter par le Big Show, Shane McMahon. Même si Shane McMahon a tenté à plusieurs reprises de démolir le Big Show, notamment avec des kendo sticks, des coups de chaise, et j'en passe des trucs auxquels il pourrait avoir sur la main. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a clairement pas suffi. Et du coup, Big Show, il repart au combat. Il montre à quel point qu'il est loin d'être fini. À un moment donné, il va y avoir une intervention de Vince McMahon qui donne un coup de chaise et puis il s'en va. Et là, je me dis, ok, à quoi ça a servi son intervention, si ce n'est que c'est pour retarder l'échéance. Puis après, ça poursuit. Et il y a un moment donné, je crois qu'il y avait Test qui va venir dans le match pour détruire le Big Show, donc le démolir durant toute l'arène, et avec Shane McMahon aussi à ses côtés. Et il me semble que c'est à cet instant-là auquel, toujours au niveau de la rampe d'entrée, auquel Shane va prendre encore des prises de risque, puisque Test a également détruit le Big Show pour que Shane effectue son saut de la mort du haut des échafaudages. Donc il effectue, et en fin de compte, il va essayer de se relever pour éviter de perdre le match. Donc du coup, il se relève certes difficilement, mais avec l'aide de Test, ça change tout. Et que le Big Show ne se relèvera pas au compte de 10, tout simplement. Donc vous avez compris, c'est victoire de Shane McMahon qui bat le Big Show, et auquel c'est un 3,40 lui aussi.
Donc voilà tout. Voilà tout, voilà tout. Et maintenant, ben, je passe directement au match triple menace, match à 3, three-way dance, comme on pourrait appeler, pour le titre européen de la WWE. Donc entre Matt Hardy, le champion, contre Christian, contre Eddie Guerrero. Donc certes, c'est pour le titre. Les trois hommes s'affrontent pour le titre et auquel ben, un seul repartira avec le titre européen et c'est celui qui sera le vainqueur qui sera ben, l'ultime vainqueur de chez vainqueur. Oui, je sais, je me suis un peu contredit dans tout ce qui est vainqueur. Celui qui remporte le match sera ben, tout simplement le grand champion européen. Rien à dire à propos de ce match. Ça a eu ce que ça a eu. Un Guerrero qui fait tout le taf, un Matardi et Christian qui nous montrent qu'ils ont encore la niaque, qui veulent faire leur preuve entre autres en solo, même s'ils ont Edge et Jeff Hardy à leur côté, et pourtant ben, seuls ben, ils peuvent faire la différence ben, entre les 10 mai. Mais en fin de compte, après plusieurs minutes de match, ce sera en fin de compte Matt Hardy qui aura le dessus. Et si je ne dis pas de bêtises, il va effectuer un twist of fate sur Christian ou sur Eddie Guerrero, il me semble. Je crois qu'ils ont peut-être plus protégé Eddie que l'inverse, enfin que Christian. Donc c'est pas impossible que Matt Hardy ait battu Christian en dernier pour tout simplement conserver son titre européen et de repartir vainqueur avec son frérot. Tout simplement. Et maintenant, ben, je passe directement au 9e match, qui est le main event. Et c'est là où tous les titres sont en jeu. Oui, oui. Les titres du monde par équipe de la WWF, donc WWE, le titre intercontinental et le titre WWE, qui étaient en jeu. Donc ça fait, entre autres, 3 titres qui sont en jeu d'affilée. Et du coup, ben, l'équipe, c'est The Two-Man Power Triple, donc équipe composée de Stone Cold Steve Austin et de Triple H, contre The Brothers of Destruction, donc Undertaker et Kane. Inutile de présenter, mais je préfère de le citer tout de même. Alors, comment on en est arrivé ici? Ben, tout simplement, ben, si je vous parle de WrestleMania 17, vous saviez, c'est pas anodin. C'est que non seulement la WWE, donc WWF à l'époque, a acheté ses concurrents et que ils ont bien sûr acheté ben, tout simplement WCW et ECW, même si ça a été pris par entre guillemets Shane McMahon, même si on sait que c'est plutôt le daron, donc Vince McMahon, qui a pris le pouvoir du monopole du catch et auquel ben, c'est pour ça pourquoi on n'a plus de concurrence solide. La TNA a essayé et ça n'a pas marché. Et la EW, on voudrait qu'ils prennent des risques pour le faire, mais ils sont tellement bornés, ils sont dans leur bulle qu'ils veulent pas rentrer en concurrence directe, alors que selon moi, ça devrait être possible pour montrer qui fait bien les choses, mais pas du tout. Et aussi parce que, à l'époque, Stone Cold Steve Austin a vendu son âme au diable. Et le diable, c'est qui? C'est tout simplement Vince McMahon. Parce que oui, le bon Dieu ne peut pas bénir McMahon, contrairement à ce que peut dire Walid. Parce que malheureusement, mon cher Walid, Dieu ne peut pas bénir Vince McMahon parce que tout simplement, Vince McMahon, il est plus envahi par le diable plutôt que par les croyances religieuses bah, très sain d'esprit, malheureusement. Je vais pas te mentir. Donc, oui, malheureusement, il est, il croit plus aux démons, au diable que autre chose. Et auquel, ben, certes, l'âme de Austin lui appartient. Mais à un instant T, je crois que dans un épisode d'Euro, lors d'un match en cage, eh ben, ils vont encore démolir The Rock. C'est qui va un peu prolonger une petite absence pour Dwayne Johnson. Et que Triple H s'est associé avec tout simplement ben, la corporation de Vince McMahon et de Stone Cold Steve Austin. Et du coup, ben, à eux deux, donc Stone Cold et Triple H, forment les Two-Man Power Triple et auxquels ben, ils vont tout simplement démolir l'un après l'un des personnes qui croient sur leur chemin, notamment Triple H qui va démolir Jericho pour devenir le nouveau champion intercontinental, et également les Hardy Boys auxquels ils vont démolir.
Et du coup, ça va provoquer le retour des frères de destruction, Kane et l'Undertaker. Et auquel ils défient le champion WWE et intercontinental pour tout simplement mettre leur titre par équipe en jeu contre ses assaillants. Donc oui, certes Stone Cold il a vendu son âme, ça l'empêche pas d'être aussi cool auprès du public. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas un petit peu dire que c'est un tout petit peu de la faute d'Austin si en étant heel au début dans les années 90, donc années 90 jusqu'à début 2000, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il est un tout petit peu responsable de un tout petit peu de banaliser les catcheurs heel un peu cool sur les bords, mais que ça ne les empêche pas d'être méchants, d'effectuer des actions assez putrides. Je dis ça, je dis rien, mais moi c'est ma façon de voir les choses. Parce que souvent on peut reprocher aux underdogs d'avoir d'avoir une chance au titre et de remporter les titres en main event de WrestleMania, et d'autres qui reprochent à ceux qui viennent des indies de banalisation de tout ce qui est Spotfest, Work Rate et de tout ce qui est truc un peu débile. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de dire ces termes-là. Donc oui, je le dis avec un peu de dédain de ma part, même si il y a une part de mauvaise foi aussi, mais je me dis c'est le monde qui évolue et on ne sait rien faire, quoi. On sait rien faire, le monde a évolué. On a beau vers notre gueule, mais ça n'avance pas les choses, malheureusement. Donc je pourrais dire aussi les termes comme ça, personne est tout à fait indifférent. Voilà. Alors dans ce match-là, c'est sûr que ça s'est parti en pornawak direct, vu comment ça part directement en jeu d'esprit de manipulation, notamment du côté des heals, et que lorsque, attendez, si je dis pas de bêtises, lorsque l'Undertaker veut rentrer, à chaque fois, on l'en empêche. L'arbitre, alors Lepner, l'en empêche. Alors que du côté des heals, on effectue des actions en trichant et en rentrant comme si c'était tout à fait normal. Donc c'est sûr, il y a un côté injustice auquel on peut comprendre la frustration de l'Undertaker et de Kane à un moment donné, même si Kane il va vendre une blessure au niveau du bras et auquel ils vont capitaliser dessus. Ils vont bien sûr travailler la blessure du bras de Kane. Souvent c'est Triple H qui travaille dessus, souvent c'est Austin. Lorsque l'Undertaker veut rentrer, c'est sûr qu'il fait le ménage, donc il fait le ménage sur Austin et Hunter, et auquel, même s'il veut terminer le match, et pourtant, malheureusement, le tag n'a pas été effectué parce que l'arbitre s'était fait allumer bizarrement. Et là, je m'étais dit, putain, mais ça fait chier que ça part dans tous les sens. Même si, on va pas se mentir, il y avait du overbooking qui était un peu trop utilisé, hein. Bon, on pourrait dire que dans notre époque actuelle, on banalise trop le overbooking, quoi. Le, ça part dans tous les sens, tout le monde se frappe, euh, tout le monde fait n'importe quoi en fait. Et du coup, on pourrait dire que ça aussi, à l'époque, c'était pas étranger de voir de l'overbooking à outrance. En même temps, l'attitude era y oblige. Stephanie McMahon, parfois, elle intervient, mais elle se fait calmer direct. Notamment, il me semble, si je dis pas n'importe quoi, euh, j'essaie de me concentrer, mais à un moment donné, quand Austin et Taker partent à la lutte, même dans le public, c'est sûr, ça se bagarre et ça va se laisser entre Triple H et Kane. Donc ça va laisser entre les deux là. Et auquel, un instant T, Stephanie tente d'intervenir, mais elle se fait accueillir par un big boot de la part de Kane, tout en, tout en allumant Triple H. Et puis après, à l'instant T, Vince McMahon, pour la deuxième fois, il arrive encore dans le show pour intervenir, pour mettre son grain de sel. Et pourtant, il avait un Sledgehammer en main, mais il se fait saisir direct par Kane,
qui l'attrape par la gorge. Et pourtant, ben, McMahon envoie le Stagehammer, donc la massue, à Triple H pour que ce dernier effectue un coup de massue et un deuxième coup de massue en coup de grâce pour pouvoir terminer le match. Et du coup, ben, McMahon s'empare de l'arbitre pour qu'il effectue le compte de 3. L'arbitre effectue au compte de 3. Et par la suite, ben, McMahon, il s'en va avec Stéphanie. Et du coup, ben, il l'emmène avec lui pour faire genre, je ne sais pas quoi. Et, euh, et je veux absolument pas savoir parce que en sachant des trucs auxquels c'est pas très Charlie. Mais bon, je dis ça, pourtant je suis sûr qu'il s'est rien passé. Enfin, ça se trouve, il s'est peut-être passé des trucs, mais plus je dis ça, plus je m'embrouille carrément. Mais bon, vous saviez, ces victoires de Triple H et de Stone Cold Steve Austin, qui sont les véritables gagnants, qui deviennent champions par équipe, champion intercontinental et champion WWE. Donc Austin, toujours champion WWE, mais champion par équipe, tandis que Triple H, champion intercontinental et champion par équipe. Donc c'est eux qui clôturent le show et que ça se termine là-dessus. Donc pour tout ça, ce match-là, malgré que ça a été une avalanche d'interventions et de trucs de tricherie et tout ça, malgré tout ça, c'est un 4,10 et auquel je lui mets ça. Et enfin, je passe directement à la conclusion de cette vidéo parce que ça a été long, je sais, j'ai l'habitude de faire des vidéos assez longues, comme en commentaire, j'ai l'habitude de faire ça très très longue. Mais bon, pour tout cela, les matchs, les bonus, les segments promo et l'ensemble, les interviews aussi, 4,20. Donc c'est comme ça comment je clôture cette fameuse vidéo, auquel ça a été certes longue, mais auquel ça valait la peine de citer. Donc voilà comment ça se termine. Et du coup, tout a été dit, j'ai pas besoin de trop en parler. Attendez, comme ça. Oui, je sais, je bouge directement la caméra. Ah là 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 là, plus j'en parle, plus... Certes, je ralentis les choses, mais j'essaye toujours de, de dire ce que j'en pense. Et du coup, voilà comment se termine là-dessus. Même si je sais que parmi les vidéos à venir, il faut que j'en parle directement à des personnes auxquelles je pourrais compléter la vidéo complète sur Superstar Wrestling. Et aussi très récemment, j'irai du côté de Framery pour le show Millstone. Donc oui, Buddy the Millstone auquel c'est annoncé. Et voilà, si ce n'est que tout a été enfin dit et auquel plus j'en parle assez beaucoup, plus je courbe les chines et auquel je vous fais perdre un petit peu votre temps. Donc moi, je m'arrête ici. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, salut à tous. Donc oui, on se dit au revoir pour une prochaine vidéo.